On a avec nous Alexandra. Coucou Alexandra. Coucou Alina, coucou à tous les enchanteurs et enchantresses. Waouh, ça on t'entend super bien. Tu vas bien? Très très bien, merci dites donc pour tous ces échanges, ces compliments. Waouh, j'ai eu Écoute, des tonnes de fleurs ce matin. alors je le répète officiellement, mais tu le sais déjà, je te l'ai déjà dit. Tu es une magnifique personne. Tu es une magnifique praticienne. Je suis très touchée, très émue là de le dire. Euh, tu as chamboulé mon cœur, voilà, pendant cette formation. Déjà, avec toutes tes méditations, j'étais déjà assez touchée. Tu le sais, je témoigne constamment avec ça. C'est grâce à Mimi qu'on te découvre, qu'on te connaît. Mimi, tu as découverte il y a quelques mois en arrière, quelques années en arrière, sur ta chaîne YouTube. Elle a découvert tes méditations et elle m'a dit, Alina, il faut que tu écoutes ça. Et depuis, je suis tombée en amour. Et là, avec tes formations, notamment celle-ci, Découvre ta magie, j'ai été dans un état. Vous le savez, je pense qu'Alexandra, la pauvre, je sais pas si tu as eu plein d'élèves comme moi, mais j'ai en train de pleurer, les amis, je vous jure, c'est pas du chiquet, là, j'ai les larmes aux yeux. Parce que Eh ben, c'était... dis donc, pour un dernier épisode de saison, on va être direct dans l'émotionnel. Écoute, franchement, c'était tellement beau, cette connexion avec toi, j'avais vraiment envie d'offrir ça à un enchanteur pour finir la saison, tu vois. Donc, Ah bah, c'est un énorme, énorme cadeau, comme tu l'as dit à plusieurs reprises. Et de fait, hein, si j'avais plus d'élèves comme toi, je serais une mentor ravie. mais je pense que tu vas en avoir beaucoup, parce que quand on fait des choses aussi joliment que toi, avec bienveillance, avec sérieux, tu accompagnes quand même tes élèves de A à Z. Tu les laisses pas dans la nature. T'es comme Yabiyou à ce niveau-là. Tu les accompagnes. Quand ils ont des questions, tu leur réponds. Il y a toujours ce lien, en fin de compte, qui s'opère. Et comme dit Erlina sur le chat tout à l'heure, ça fait plaisir de trouver un mentor qui comprend déjà le terme mentor dans son cœur et qui est là, qui accompagne, qui demande rien de plus que de vous aider en fait à évoluer dans votre cheminement. Et je serais pas surprise de te voir de voir développer beaucoup d'étudiants autour de tes de tout ce que tu proposes sur la toile, notamment tes formations, tes ateliers aussi, parce que je sais que tu pars à Glastonbury une fois par an pour faire des ateliers de connexion là-bas. Enfin, il se passe beaucoup de choses. Tu proposes beaucoup de choses très intéressantes et qui enrichissent beaucoup l'âme du praticien que nous tentons tous de devenir à notre petit niveau. Donc, merci à toi, Alexandra. Vraiment. Eh ben merci hein, pour tout ça. Effectivement, c'est avec beaucoup de cœur que je fais ça effectivement. Et oui, c'est vrai que j'ai fait un choix d'accompagner beaucoup dans le féminin effectivement, mais que les hommes ne se sentent pas exclus. Hein, encore une fois, comme je dis souvent, chacun ses spécialités là où on est pertinent. Mais effectivement, voilà, pour moi c'est vraiment quelque chose que j'ai à cœur de partager. Et comme je disais dans le chat, en fait, j'ai tellement vu souvent en fait des formations, voilà, qui sont certes extrêmement puissantes, mais si on n'est pas dans une full autonomie et qu'on est super organisé par soi-même, ce qui est pas toujours évident, même quand on l'est d'ailleurs, comme tu disais aussi, hein, le contact avec la personne, d'avoir quelqu'un qui sert de personne ressource en fait. Alors on appelle ça mentor ou n'importe quel autre mot, mais l'idée d'avoir quelqu'un sur qui on peut se reposer, de dire voilà, si j'ai une question, si j'ai un problème, si j'ai un blocage, moi je le dis tout le temps à mes clientes, ne restez pas avec votre blocage en disant bon de toute façon j'y arrive pas, je le ferai pas, etc. Non, surtout pas en fait. Je suis passée par là, j'ai créé ces différents programmes parce que c'est aussi forgé de toute mon expérience de praticienne et moi ça fait plus de 10 ans maintenant que j'ai mon entreprise, donc je suis pas une nouvelle accompagnante, j'ai envie de dire, mais du coup voilà, j'ai vu à quel point c'était important de pouvoir être là au moment où ça bloque. Comme parfois on aurait tellement envie d'avoir quelqu'un quand on est face à un blocage, face à un obstacle, d'avoir une personne à côté qui a fait le chemin, qui a surmonté l'obstacle, qui vienne nous dire non mais regarde, t'as ça comme solution. Ça ferait tellement du bien en fait d'avoir ces personnes au quotidien avec soi. Et donc c'est ça que j'essaye en fait de retransmettre.
Et comme tu disais, il y a peut-être effectivement une différence de culture parce que quand j'étais au Canada, les gens en fait me sollicitaient beaucoup plus, alors qu'en France, limite, c'est moi qui vais solliciter les gens pour dire est-ce que tout va bien parce que généralement les gens osent pas, on se dit je vais déranger, je vais ci, je vais ça, alors que non, en fait, c'est vraiment fait pour ça, c'est vraiment inclus. Et comme je l'ai marqué dans le chat, voilà, moi j'ai de nombreuses clientes en fait qui ont j'ai un petit peu changé la terminologie du SAV, et donc là le SAV c'est le service à vie que je propose, c'est-à-dire voilà, je suis toujours en fait présente, je vais toujours rester une ressource pour vous si vous le souhaitez, même si ça fait 6 mois, 1 an qu'on ne s'est pas parlé, je serai quand même là pour vous en fait, pour vous répondre si on a fait quelque chose ensemble, si je vous ai accompagné dans quelque chose. Voilà, c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur et j'aime créer ces liens avec les personnes pour pas que ça soit juste un truc éphémère en fait. Et ça, c'est tout à ton honneur, hein, ma très chère Alexandra. Donc là, c'est le moment de ta merveilleuse chronique, hein, la magie d'Avalon. Et ce matin, tu vas donc, c'est le dernier épisode de cette saison. On te retrouvera la saison prochaine, hein, pour la suite de cette merveilleuse chronique. Mais aujourd'hui, donc, tu vas nous parler de comment retrouver sa souveraineté et perpétuer le cycle de transmission. C'est bien ça ? Tout à fait. Voilà, pour clore cette première saison, en fait, voilà, tout ce cheminement de souveraineté, en fait, dont j'ai parlé, donc ce que nous amène ce cheminement d'Avalon à faire en général, c'est de retrouver cette forme de souveraineté. Mais également, ce qu'on parle un petit peu moins souvent, ce qu'on parle souvent, oui, très bien, je fais tout le cheminement avec Avalon. Donc là, si on parle métaphoriquement, hein, voilà, je traverse le lac, je traverse les brumes, j'arrive sur l'île, je me reconnecte à moi, à comment je fonctionne, au féminin, à toutes les sagesses anciennes, etc., etc. Je redeviens une femme souveraine, top, top, top. Mais on parle pas du retour. Et le retour peut être parfois un petit peu compliqué. Et justement, en fait, le voyage ne s'arrête pas là. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a recontacté tout ça, et bien après, on va retourner dans notre monde réel et, comme je le disais, perpétuer le fil de transmission. Donc, certaines qui vont vraiment avoir cet appel d'enseignante ou d'accompagnante, et d'autres simplement de partager leurs petits trucs et astuces ou simplement dans leur quotidien incarner cette femme souveraine et du coup partager en fait une autre vision des choses aux gens qui va pouvoir inspirer d'autres gens, etc., etc. Donc j'avais vraiment envie d'insister sur cette partie-là puisque voilà, cette saison était vraiment sur mon propre cheminement personnel et qui pouvait vous donner des clés à vous-même pour faire ce cheminement d'Avalon. Et donc du coup voilà, c'était un petit peu la dernière étape de ce cheminement et qui juste une étape, puisque bien évidemment, c'est des cheminements qui durent toute notre vie, mais voilà, une fois qu'on a recontacté la théorie, si je puis dire, c'est le temps de la mise en pratique. Et il m'a semblé comprendre, quand on a échangé, toi et moi, sur le sujet de ta chronique, que justement, pour la prochaine saison, tu allais plutôt orienter, pour la suite, la continuité, c'était orienté autour de l'initiation, hein, de la magie d'Avalon. Donc là, tu vas plutôt entrer dans un peu du concret, de connexion, etc. La première saison, c'était plus une mise en pratique de ta propre vision de ce cheminement-là. Et la prochaine saison, c'est l'initiation. C'est ça, c'est qu'effectivement, voilà, dans cette première saison, voilà, c'était vraiment un parcours perso, vous faire un petit peu connaître cet univers, etc. Dans la prochaine saison, effectivement, on va plus passer en mode, entre guillemets, enseignement, où là, je vais partager vraiment beaucoup plus de détails, notamment voilà sur les Morgans, donc les gardiennes d'Avalon, donc travailler, voilà, là vraiment rentrer dans le côté pratico-pratique, comment je travaille avec ces énergies d'Avalon, avec ces traditions, en lien avec la roue de l'année, en lien avec les lieux associés à Avalon, etc., et les différentes symboliques. Donc là, vraiment, je vais un peu vous partager ce que je partage souvent dans mes propres cercles de femmes, en fait, où j'initie les personnes vraiment dans cette magie-là. Donc, être souverain, ça signifie quoi à tes yeux, ma très chère Alexandra ? Eh bien, justement, voilà, j'allais retourner à la question, mais du coup, je vais commencer. Donc, effectivement, la souveraineté, ça veut dire quoi? C'est un petit peu comme un de ces nombreux mots qu'on entend beaucoup, beaucoup maintenant avec tout l'avènement de développement personnel, du New Age, etc., etc. Mais revenons vraiment, encore une fois, c'est vrai que j'aime beaucoup ça, hein, revenons au pratico-pratique. Être souveraine ou souverain, d'ailleurs, hein, ça veut dire quoi? C'est cette capacité à être vraiment acteur, actrice de sa vie. Hein, on reprend
reprend son pouvoir, on cesse d'être dans une vision victimisante en se disant oui, bah c'est l'autre, oui, c'est le monde le problème. Voilà, toujours trouver une excuse extérieure. Hein. On le sait généralement quand on entame un cheminement de développement personnel, c'est rarement l'extérieur le problème, ou du moins l'extérieur, même s'il va nous poser des problèmes, est là simplement pour nous révéler des aspects de nous qui sont à travailler, qui sont blessés, qui sont à ajuster en fait. Donc là vraiment de faire ce changement de vision n'est pas forcément facile, hein, parce que il y a une certaine forme de facilité. Hein, donner le pouvoir à l'autre, parce que voilà, au moins on se débarrasse, au moins voilà, c'est l'autre qui est responsable entre guillemets. Mais on le voit, hein, par exemple, hein, si on prend cet exemple avec le gouvernement, on donne au gouvernement notre pouvoir et de décider les lois, de gérer le pays, etc. Bon, force est de constater qu'on n'est pas toujours très satisfait des résultats, mais en même temps, si on avait à le faire nous-mêmes, est-ce qu'on aimerait le faire? Voilà, c'est toujours cette même question-là. Et donc là, quand on parle vraiment de ce cheminement de souveraineté dans un cadre plus souveraineté personnelle, travail du développement personnel, et ben c'est ça, c'est vraiment retourner dans cette idée de c'est moi qui ai le pouvoir sur n'importe quoi en fait. C'est toutes les décisions que je vais prendre, toutes les actions que je vais poser, en fait, elles partent de moi et c'est avec ce pouvoir-là en fait que j'ai besoin de me reconnecter. Donc être souveraine dans le lien avec la magie d'Avalon, notamment ça passe par cette reconnexion aux archétypes fondateurs du féminin. Donc cette idée du féminin sacré qui est beaucoup amenée dans la tradition d'Avalon, mais pas que en fait. C'est aussi réapprendre à comment je vais arrêter de me censurer, je vais arrêter d'être victime de ma vie, de me dire en mode Calimero, de toute façon il y a qu'à moi que ça arrive ou moi j'ai pas de chance. Non, voilà, de revenir vraiment sur quels sont mes talents, quelles sont mes capacités, qu'est-ce que je peux faire pour et parfois c'est pas forcément des capacités personnelles, parfois c'est simplement aussi la capacité de demander. C'est un acte de pouvoir de demander de l'aide à l'autre aussi. Donc, c'est revenir sur cette idée que ça part de soi et de suivre vraiment ce qui résonne pour nous, en fait. Et d'arrêter de faire, en fait, ce qu'on nous a dit qui était bien de faire. Hein, on a beaucoup parlé dans l'aspect de la pardon, justement, toute cette partie qu'on renie de nous parce qu'on nous a dit que c'était mal, justement, en fait, arrêter d'écouter l'extérieur comme celui qui va avoir les réponses, celui qui va être le seul juge de quoi que ce soit, et donc d'arrêter de censurer nos élans de vie, nos élans de joie, ce qu'on a vraiment envie de faire. Et c'est là, en fait, qu'on redevient souveraine, en reprenant ce pouvoir, en écoutant, en fait, ces sensations, ce qui résonne vraiment pour nous, et en ayant cette conscience, justement, de nos forces et de nos faiblesses. Hein. Donc vraiment, ce travail de réunification ombre et lumière dont on a parlé dans les précédents épisodes, cette complétude, en fait, qu'on retrouve avec cette double essence qu'on réunifie, avec ces archétypes fondateurs qu'on réunifie, avec ces connaissances qu'on connaît au niveau des 4 éléments, etc. On retrouve cette complétude, donc on retrouve une espèce de plein de pouvoir à l'intérieur de nous, et de là va pouvoir émaner ensuite tout le reste que l'on va mettre dans notre réalité. Donc la souveraineté, voilà, pour moi, c'est effectivement cet aspect-là, redevenir actrice de sa vie et consciente de toutes les capacités qu'on peut avoir. Donc est-ce que ça te parle comme ça ou est-ce que tu as une autre définition de la souveraineté, ma chère Annie ? Ah non, mais c'est totalement ça. Hein. Je ressens la même chose, effectivement. Être libre d'être soi, en fin de compte, tout simplement. Reprendre un petit peu les clés de sa destinée. Et arrêter de se laisser submerger par les flots du moment et prendre conscience qu'on a les clés en main. On a vraiment les clés en main pour pouvoir faire ce qu'on a envie de faire, en fait. On a envie de faire des choses. Il faut arrêter de se dire je peux pas parce qu'il y a ceci, je peux pas parce qu'il y a cela, je peux pas parce que je suis mariée, je peux pas parce que j'ai des enfants, la famille a besoin de moi, le travail a besoin de moi. En fait, non, à un moment donné, stop, on pense à soi, on pense à reprendre ce petit pouvoir intérieur pour pouvoir déjà être pleinement présent aussi pour les autres quand ce pouvoir intérieur est de nouveau présent. Je sais pas ce que t'en penses, parce que je trouve aussi que on a tendance à vouloir toujours aider les gens, ce qui est merveilleux en soi. Mais on prend pas le temps de s'aider soi-même avant tout. Et on est en meilleure capacité d'aider les autres quand on a déjà fait ce travail par rapport à soi pour être, après coup, beaucoup plus disponible pour les autres. Sauf que le souci, c'est que les gens,
ils vous apprécient, ils aiment passer du temps avec vous, et forcément, ils ont tendance également à vouloir vous considérer comme une sorte de d'aide diverses ou variées, donc à vous solliciter régulièrement parce que vous êtes là à l'écoute pour eux, etc. Sauf que ce temps que vous passez avec les gens, vous le perdez avec vous-même. Donc vous n'êtes pas forcément ouvert pour les accompagner de la bonne manière qui soit. Tu vois ce que je veux dire? Donc, c'est ça. Surtout qu'en plus, on est là pour sauver personne. Oui, on est d'accord. C'est un leurre. Mais les gens prennent tellement les choses aussi au premier degré de base. Donc, quand ils trouvent quelqu'un, une écoute, une attention, etc., ils s'y accrochent parce qu'ils n'ont rien d'autre. Et ça peut aussi être un peu perturbant parce qu'il faut toujours tenir en équilibre dans toute chose qui soit en harmonie. Mais il y a toujours des gens aussi qui prennent tout au premier degré, qui ont besoin de cette accroche, de cette attache parce qu'ils ne le trouvent nulle part ailleurs. Donc ça fait que ils sont là constamment à réitérer le fait qu'ils aient besoin qu'on les accompagne, qu'on les écoute, qu'on prenne du temps pour eux. Sauf que c'est pas toujours évident, quoi. C'est ça, effectivement. Et puis, c'est vrai qu'il y a une sorte de forme de facilité aussi à dire je vais aider l'autre plutôt que je vais m'aider moi-même. C'est plus difficile de s'aider soi-même. Mais comme tu le dis très justement, c'est le premier pas, en fait. Avant de vouloir conseiller, aider les autres, il faut avoir fait une partie du chemin. Ça ne veut pas dire d'avoir fait tout le chemin. Personne n'a fait tout le chemin et personne n'est parfait à la fin. Mais on a au moins commencé à débroussailler une partie du chemin, ce qui va nous permettre ensuite de pouvoir prendre par la main quelqu'un d'autre et lui montrer le chemin aussi. Et là, dans le chat, justement, Abyss met un commentaire que je trouve extrêmement pertinent et merci de le partager. Elle dit, voilà, le souci, c'est que trop de personnes veulent être souveraines mais ne prennent pas les responsabilités qui vont avec. C'est parfaitement juste et c'est vraiment sur ça qu'il faut appuyer énormément car effectivement, être souverain, ça veut dire accepter toutes les conséquences, toutes les responsabilités. J'en parlais tout à l'heure par rapport à cet exemple avec le gouvernement, mais c'est ça. Est-ce qu'on accepterait tout ce qui va avec l'envers de la médaille aussi, tout ce qui va avec le fait que c'est moi qui ai pris la décision, c'est moi qui suis responsable du résultat et personne d'autre. Et là, d'un coup, en fait, oui, ça paraît toujours très attirant d'avoir plein de pouvoirs. On le voit dans tous les films de fantasy, science-fiction et autres, où oui, j'ai le pouvoir sur tout le monde, etc., machin. Alors là, c'est pas du tout ça, bien sûr. Ça, c'est le côté plus mauvais de la force, on va dire. Mais l'idée, c'est ça, c'est que les gens veulent avoir du pouvoir, mais une fois qu'ils ont utilisé leur pouvoir, qui ont pris une décision, etc., et que la conséquence ne leur va pas, et là, du coup, ils vont blâmer qui quoi qu'est-ce autour d'eux. Alors que non. Voilà, c'est je suis souverain, j'utilise mon pouvoir, peu importe le résultat, j'accepte et je suis responsable du résultat qui est fait. Et comme je suis responsable de ce résultat, qui peut être positif comme négatif, ça encore une fois c'est un point de vue, mais du coup, je suis responsable du résultat, ça veut dire aussi que je suis responsable de pouvoir, j'ai le pouvoir de pouvoir faire quelque chose d'autre si ce résultat ne me convient pas. Et donc là, en fait, ça revient vraiment sempiternellement dans ce cycle de je prends mon pouvoir, j'accepte les responsabilités et j'enchaîne au fur et à mesure sans plus jamais retomber, même si bien évidemment on est humain et c'est pas toujours évident. Encore une fois, ça c'est de la théorie, bien sûr, mais la mise en pratique parfois elle peut être un peu plus complexe. Mais l'idée, c'est de pas retomber dans cette idée de je suis victime de, en fait. Et c'est l'extérieur le problème, c'est parce qu'il y a toutes les circonstances à l'extérieur que j'arrive pas à faire ce que je veux. De fait, ça va pas faciliter la tâche. Encore une fois, on n'est pas dans un monde de bisounours. Et oui, bien sûr, il faut vivre aussi avec toutes les différentes interactions parce que si tout le monde est souverain dans son petit monde, croyez bien que voilà, c'est être dans un bateau et tout le monde, personne ne rame dans le même sens en fait. En gros, c'est un peu ça. Donc oui, c'est sûr qu'il va falloir faire avec certaines conjectures autour de nous, mais très souvent on se met des barrières en fait, en se disant je peux pas faire ci parce que mon mari, je peux pas faire ci parce que mes enfants, je peux pas faire ci parce que quand j'étais petite, c'est des excuses en fait. C'est des excuses qui sont parfois importantes parce que tant qu'on n'est pas prêt à prendre ce pouvoir-là, c'est une forme de protection en fait, et c'est important de la laisser là pour ce qu'elle est. Mais au bout d'un moment, si on a envie que les choses changent, effectivement, faut faire péter ces protections-là, mettre des choses en place qui vont justement un peu reprogrammer en fait notre système pour vivre d'une manière différente. Et du coup, après, je dis, OK, je suis souverain, je suis responsable, j'ai ce pouvoir-là, je vais pouvoir mettre en place des choses.
Alors, Et ça, dans la tradition d'Avalon, en fait, l'archétype en fait souverain qui va nous donner véritablement cette force-là, qui va nous donner voilà un imaginaire auquel se raccrocher, si je puis dire, eh bien c'est la Dame du Lac. La Dame du Lac, c'est l'archétype souverain par excellence. C'est celle qui a masterisé les 4 archétypes fondateurs du féminin, la jeune fille, la mère, l'enchanteresse, la femme sage, qui est cette femme complète qui a réunifié ombre et lumière, qui a vraiment toutes ces puissance et cette connaissance. Et donc, selon les histoires, donc des fois, c'est un être magique, c'est une fée, d'autres fois, c'est simplement une haute prêtresse, donc humaine, qui était là. Notamment, on se rappelle de Viviane, dans Les Brumes d'Avalon, la dernière haute prêtresse d'Avalon avant qu'Avalon disparaisse. Donc, tout ça, en fait, c'est celle qui a justement forgé, alors moi, c'est plus Morgane qui a forgé Excalibur. Bref, on a cette idée en fait de la Viviane, en fait c'est celle qui donne l'épée de vérité, qui donne l'épée de justice, l'épée d'équilibre, et donc cette fameuse pouvoir et responsabilité, la responsabilité de la justice, c'est pas rien, la responsabilité de la sagesse, de la vérité, c'est pas rien. Comme là on sent que le roi Arthur il en a porté beaucoup sur ses épaules en fait, mais voilà c'est cette idée donc cette femme parfaitement alignée, cette femme parfaitement complète. Qui a conscience de toutes ses forces, ses faiblesses, ses pouvoirs, ses capacités, qui est en connexion avec tout son environnement, qui comprend comment l'environnement fonctionne et qui comprend sur quelle ficelle elle peut jouer pour pouvoir arriver à ses fins, pour pouvoir, alors pas à ses fins dans un sens négatif, mais pour pouvoir mettre en action, du moins, voilà, ce qu'elle a envie, ce qui résonne pour elle. Voilà, la Dame du Lac, c'est ça. La Dame du Lac, c'est cet être réunifié qui est au centre de tout, qui est celle qui veille, en fait, et celle qui va donner une certaine forme de sagesse, au final, au monde. Donc, être une souveraine, c'est aussi accepter, comme disait encore une fois tout à l'heure Abyss, c'est cette responsabilité d'être cet être, entre guillemets, modèle. Alors, encore une fois, on n'est pas là pour gonfler un ego spirituel, faut vraiment pas rentrer dans ça, mais être un modèle, par exemple, quand on a des parents cherchent à être un modèle pour leur enfant parfois. Donc, comment est-ce qu'on peut être la meilleure personne qui soit, qu'on puisse refléter en fait tout le meilleur qu'on a en nous pour inspirer les gens en retour en fait. Là, c'est pas juste pour se faire mousser, c'est vraiment dans un objectif de contribuer et d'inspirer les gens, mais pas pour être au top de la pyramide et dire moi j'ai tout compris, vous avez rien compris, pas du tout. C'est juste de pouvoir incarner cette Dame du Lac, cette meilleure version de soi, complète, unifiée, etc., pour pouvoir justement apporter ces différentes contributions au monde. Et en même temps, tu me dis si je me trompe, mais ce que je ressens aussi, c'est on cherche pas ce pouvoir pour pouvoir incarner un personnage public, peu importe, ou dans la sphère privée avec des coven, des choses comme ça, pour incarner ce personnage qui est badass et pour après coup devenir néfaste ou très différent de l'image de ce mentor ou de cette personne souveraine qui se présente à soi. Et je remarque que dans notre communauté notamment, il y a des gens en fait qui hélas ne sont pas vrais, réels. Ils se créent des personnages, une manière d'être parce qu'ils ont atteint une certaine légitimité ou un certain savoir qui fait que nous, pauvres mortels qui découvrons l'univers ou qui n'avons pas le même niveau qu'eux, eh bien on se retrouve en étant un petit peu fan de ces gens-là, à les suivre, à les honorer, à en devenir dingo parce qu'on les suit, on est tellement content de les découvrir, on cherche tous des mentors, etc. Mais en fin de compte, on a tous cette capacité en nous. Tu le dis très très bien, et d'ailleurs ce cheminement de la magie d'Avalon permet également de montrer comment faire vivre cette souveraineté intérieure, et ce qui fait que il y a parfois, comme tu disais tout à l'heure, un ego qui peut être mal positionné, pas forcément volontaire, mais qui se met en place parce que de l'autre côté, nous en tant qu'apprentis, on a cette vision trop intense, trop magique, parce qu'on a une vision du mentor qui est tellement belle que quand ce mentor-là se présente à nous sous d'autres faces, on est déçu.
Tu vois ce que je veux dire? Donc, après, il y aura toujours des personnes mal attentionnées. En fait, voilà, c'est oui, et ça fait partie de nos croyances. Le pouvoir monte à la tête. Ce qui participe aussi au fait que les gens ne veulent pas devenir souverains ou ne veulent pas prendre leur pouvoir, parce qu'ils disent si je prends mon pouvoir, force est de constater qu'il y a beaucoup de personnes qui l'utilisent très mal. Donc, ça fait partie aussi d'un cheminement de ces différentes croyances limitantes qu'on peut avoir en lien avec le pouvoir. Et donc, c'est redéfinir en fait sa notion du pouvoir plus exactement, mais comme tu le dis, voilà, ce qui fait que on est fasciné par ces gens-là, qu'on est attiré par ces gens-là, que parfois on tombe dans le panneau de gens qui sont mal intentionnés, ça dit quand même quelque chose profondément sur nous. Ça veut dire qu'en fait on admire quelque chose que l'on veut devenir soi-même. C'est toujours comme ça en fait. Donc du coup, ça veut dire, comme tu l'as dit très justement, on a ces forces-là en nous, on est capable d'être souverain. Et là, on témoigne simplement une personne qui a réussi à l'être. Alors, de manière plus ou moins bonne, parce que voilà, encore une fois, il y a tout le côté humain et les intentions qui sont derrière, mais il faut pas non plus penser qu'il y a que des gens que les gens souverains sont des gens mal intentionnés. C'est faux. Il y a plein de gens qui sont souverains et qui sont très bien intentionnés. Peut-être qu'on en parle beaucoup moins aussi, parce que effectivement, il y a un côté médiatisé qui n'est pas là, parce que voilà, on cherche pas forcément à se faire mousser haute, mais il y a des personnes qui sont très inspirantes et qui sont parfois un peu plus dans l'ombre, ou parfois qui sont effectivement aussi connues, mais qui du coup voilà ne vont pas chercher un truc très mal intentionné. Je le vois par exemple dans le milieu d'Avalon, en fait, Katie Jones, donc qui a ouvert ce temple de la déesse à Glastonbury il y a plus de 40 ans maintenant. Je l'ai rencontrée, ce n'est pas du tout une femme qui se la pète, qui est dans un système d'ego. Elle partage énormément dans ses ouvrages sa vie, etc. Enfin, c'est une belle personne en fait, et elle cherche pas du tout à manipuler les foules. Donc c'est possible en fait d'avoir des gens comme ça. Mais voilà, c'est encore une fois si on a cette fascination vers quelqu'un de l'extérieur, ça veut dire que notre âme aspire aussi à devenir quelqu'un comme ça. Donc c'est plutôt que d'être parfois dans un système de jalousie ou d'envie ou quoi que ce soit, c'est de se dire voilà, j'admire cette personne parce qu'elle me montre en fait le chemin. Elle me montre ce que je peux moi-même accomplir. Et un juste mentor, c'est ça. Un juste mentor, c'est celui, comme je disais tout à l'heure, il a débroussaillé une bonne partie du chemin. Il n'est pas non plus arrivé au bout, lui. Mais il est allé un petit peu plus loin parfois que nous. Donc, il va pouvoir nous montrer le chemin et par où commencer et comment y arriver par soi-même, etc. Un mentor, normalement, c'est ça. C'est celui qui montre le chemin et qui aide l'autre à grandir, mais à grandir parfois même presque plus que lui, parce que c'est une nouvelle génération, c'est d'autres personnes, c'est d'autres histoires qui fait que ces personnes-là ont accompli parfois encore plus. Donc du coup, c'est pour moi un juste mentor, c'est ça, c'est celui qui va donner la main, donner la marche pour donner l'élan à la personne d'aller encore plus haut qu'elle et être vraiment heureuse qu'elle aille encore plus haut qu'elle en fait. Donc d'être satisfait en fait de ça et pas de se dire non, mais tu restes en dessous moi parce que c'est moi le chef. Ça, c'est pas un bon mentor, c'est pas du tout une personne souveraine, c'est quelqu'un qui justement veut le contrôle du pouvoir. C'est pas la même chose. On n'est pas dans de la souveraineté dès l'instant qu'il y a cette idée de contrôle sur l'autre, clairement. Donc voilà. Donc effectivement, dans Avalon, cette idéologie de la Dame du Lac, voilà, peut nous donner cet exemple en fait qu'on peut suivre. Et comme je disais au début de l'émission, ce qu'on parle peu, c'est une fois qu'on a acquis en fait ces connaissances pour être souveraine, il faut qu'on quitte Avalon. Il faut qu'on quitte ce sanctuaire protégé avec des personnes qui nous comprennent, qui nous soutiennent, etc., pour retourner dans la réalité qui n'est pas toujours rose non plus. Et donc rapporter en fait ces enseignements, ces différentes manières de voir les choses dans un univers où les gens ne sont peut-être pas prêts à ça, où ça les intéresse pas, et quelques-uns vont être intéressés, mais il va falloir les trouver, etc., etc. Là, moi, c'est ce que j'appelle, pour moi, dans mon parcours personnel, moi, je me suis vraiment positionnée un petit peu en mode, je vais débrancher les dents de la matrice. Alors, je suis pas la seule dans ce cas-là, bien évidemment.
Mais je me présente vraiment quand je suis rentrée du Canada et que je suis revenue en France pour créer mon entreprise et créer tout ce que j'ai fait depuis. C'était vraiment dans cette optique de je vais être une pionnière dans l'autre sens. C'est-à-dire je vais ramener en fait toute cette vision et cette compréhension au niveau de la magie, au niveau du développement personnel qu'il y a au niveau de la Nord-Amérique, qui n'était pas encore présente à l'époque en France autant qu'elle l'est maintenant. Et justement d'amener les personnes à connaître ces différentes choses-là, à retrouver ces différentes sagesse-là. Mais effectivement, bah là, si on garde la métaphore d'Avalon, ça veut dire qu'on quitte l'île et on retraverse le voile de brume dans l'autre sens. Très généralement, retraverser le voile de brume dans l'autre sens, que ce soit en méditation ou autre, bon, bah, c'est le retour, bim, bam, boum, j'ai pu le faire dans un sens, je peux le faire dans l'autre. Pas aussi facile que ça. Quand on traverse la brume d'Avalon pour aller sur l'île la première fois, on traverse un voile de brume qui est littéralement, en fait, un voile de brume de nos croyances, de soi à soi-même. C'est vraiment nos croyances limitantes, nos schémas, nos blessures, etc., qu'on confronte, littéralement. Mais quand on quitte Avalon pour retourner dans notre réalité, là, on va traverser le voile dans l'autre sens, c'est-à-dire toutes les croyances que l'on a, mais envers les autres. Et plus envers soi-même. C'est-à-dire toutes les peurs qu'on peut avoir de dire les gens vont pas me comprendre, les gens ne sont pas intéressés par ça, le monde est nul, le monde est moche, et ce qui entraîne que beaucoup de personnes préfèrent rester dans ce milieu spirituel protégé, justement, avec des gens qui les comprennent, etc. Mais ils ne veulent pas se confronter à la réalité du quotidien et du tous les jours parce que la réalité est plus dure, la réalité est plus concrète. Hein, on est sur vraiment de la matière, on n'est plus sur de l'énergie subtile qui est beaucoup plus rapide, on est sur une énergie qui est plus lente. Et là, bah, du coup, on se reconfronte à mon lien avec les autres. Donc, ce travail de repasser le voile dans l'autre sens, dans cette optique de perpétuer justement ce cycle de transmission qui soit à un niveau professionnel comme personnel. Hein. Il n'y a pas vraiment une seule voie, bien évidemment. Mais voilà, j'ai appris plein de choses. Je viens les partager aux autres. Donc, il y a vraiment cette métaphore. Hein. Si vous avez vu Matrix, c'est vraiment le meilleur film, je trouve, par rapport à ça, qui explique vraiment bien, en fait, ce système-là et qui est basé, hein, d'ailleurs, sur l'allégorie de la caverne de Platon. Donc, c'est un concept vraiment philosophique ancré depuis des millénaires qui explique vraiment au final que bah, celui qui connaît la vérité, quand il vient justement l'expliquer aux autres, alors encore une fois avec des gros guillemets, hein, la vérité, hein, il n'y a pas une seule vérité, mais du moins celui qui revient avec des connaissances et des sagesses à partager, bah, le monde en fait ne peut ne pas vouloir et veut rester dans sa propre illusion. Donc, c'est quelque chose qui sont à considérer. Et donc, quand on revient dans cette idée-là, et moi, personnellement, c'est vraiment un cheminement personnel que je fais et que je fais encore, où, bah, effectivement, même moi, après 10 ans d'avoir créé mon entreprise, après tout ce que j'ai traversé, ce que j'ai fait à un niveau personnel et maintenant professionnel, mais ces périodes de doute, je les ai encore. Ah, mais ça n'intéressera personne. Ah, mais de toute façon, à Valon, personne ne connaît en France. Voilà, etc., etc. Et donc, d'arriver à passer au-delà de ce voile de doute qui peut être aussi très épais, ces croyances envers le monde extérieur qui peut être très épaisse. Et du coup, encore une fois, la solution, c'est toujours la même, c'est de rester centré sur soi, sur ce qu'on croit soi, d'arrêter d'écouter ce que le monde va nous dire. C'est quelque chose qu'on a souvent, hein. Si vous créez une entreprise, c'est d'être entrepreneur, etc., et que vous quittez le monde du salariat, c'est la même chose. Les gens vont vous dire « Ah, mais c'est dangereux. Ah, mais tu n'auras pas de sécurité. » Ah. Et voilà, et ça va venir vous plomber. Et qu'est-ce qu'on fait? On va s'entourer de gens qui sont entrepreneurs aussi pour trouver le soutien et les croyances soutenantes justement pour pouvoir continuer ce cheminement qui est pas toujours évident. Et c'est pareil au niveau spirituel en fait. Si vous vous arrêtez sur ce que les gens vont vous dire, ça va vous bloquer, ça va vous plomber et le voile va s'épaissir encore plus. Et pour quitter Avalon et rentrer dans la réalité, ça va être encore plus difficile. Donc ça fait partie en fait de ce chemin de souveraineté. Être souveraine dans un monde imaginaire, dans un monde du subtil, dans un monde énergétique, c'est très facile. Être souveraine dans une vie de notre quotidien du 21e siècle. Et je ne parle pas d'une vie où on vit dans une montagne, voilà, en séclusion ou dans un ashram ou quoi que ce soit. Non, non. Vivre avec un boulot, avec des enfants, avec des gens, avec plein de choses. Être souveraine dans ces moments-là, c'est là le vrai pouvoir, en fait. C'est profondément puissant, ce que tu dis ce matin, Alexandra. Merci. Non, ça amène à tellement de
de réflexion. Je me disais également, tu sais, l'image de Viviane, avec Merlin, parce que tu parlais du mentor tout à l'heure, que le mentor, effectivement, son but, c'est que son élève s'élève au-dessus de lui, quitte à lui-même s'éteindre, s'effacer quelque part. Quand tu vois l'image symbolique que Viviane a faite autour de Merlin, qu'elle l'a emprisonné dans cet arbre, on voit bien là l'image du mentor qui n'a plus du tout de puissance, c'est qu'en fin de compte, il a tout offert, tout donné à son élève, et que derrière, elle l'a quelque part surdéveloppé, je sais pas comment dire. Je trouve qu'il y a une image assez puissante symboliquement autour de cette histoire. Alors après, dans cette histoire-là, justement, on peut y voir un côté un petit peu malsain parce que de fait, Merlin était amoureux de Viviane et Viviane, donc, Merlin lui donne ce fameux sort pour pouvoir emprisonner les êtres magiques. C'est ce qu'elle fait. Elle emprisonne Merlin parce qu'elle ne retournait pas vraiment son amour et elle voulait pas plus être embêtée, entre guillemets, par lui. Donc, on peut y voir quand même quelque chose qui n'est pas forcément très positif. Mais de fait, et je crois que les cultures amérindiennes aussi le disent, quand un guérisseur, un homme médecine, une femme médecine, en fait, partage sa médecine à quelqu'un, un étudiant, elle perd un peu de son pouvoir. Et c'est exactement ça, en fait. C'est-à-dire qu'en faisant toute la transmission et en prenant aussi en âge, bien évidemment aussi, oui, on va perdre de son pouvoir parce que, on va le transmettre et lui trouver, en fait, un autre réceptacle dans une autre personne. Et c'est très beau, en fait, quand on y pense, parce qu'il y a vraiment cette idée de cycle perpétuel, comme la nature, en fait. La nature, un arbre qui pousse, on va avoir un chêne avec des glands, les glands vont tomber dans le sol, ça va créer d'autres petites pousses, d'autres petits arbres qui vont commencer à naître, et un jour, le vieux chêne va mourir et au profit des autres petits chênes qui ont commencé à grandir. Donc, c'est pas quelque chose de triste ou de mauvais, en fait. Au contraire, c'est un beau synonyme, je trouve, de cette similarité avec la nature où, en fait, en tant qu'enseignant, en tant que mentor, on va donner ce pouvoir à l'autre pour qu'il soit capable justement de l'avoir en lui, de le décupler encore plus peut-être que nous, et à son tour lui-même va faire la même chose. Et c'est toujours, en fait, cette perpétuité comme ça que j'aime beaucoup, en fait, voir ça. Je disais perpétuer le cycle de la transmission. Pour moi, c'est vraiment, ça donne une puissance différente de dire, voilà, je perds mon pouvoir, je vais donner à quelqu'un d'autre. Là, ça donne quelque chose, voilà, qui nous diminue, où on se sent moins bien, etc. Alors que si on se positionne en mode, je perpétue le cycle de transmission, c'est beaucoup plus positif, c'est un cercle beaucoup plus vertueux, en fait, pour que justement cette magie, en fait, continue de grandir dans le monde. Donc, en gros, si je comprends bien, quand l'étudiant donne trop d'importance à son mentor, il y a des équilibres qui s'opèrent entre les deux parties. Ce qui fait oui, parce que du coup, l'élève, en fait, va penser que le pouvoir réside que dans son mentor et qu'il ne pourra jamais le récupérer. Et donc, il va l'idéaliser, l'idolâtrer, etc. Et c'est là qu'on rentre dans quelque chose de assez malsain. Alors que si on garde en tête que le mentor, ça reste une personne humaine, c'est pas un dieu. C'est quelqu'un qui a des problèmes, comme tout le monde, et qui n'a pas forcément réglé toutes ses problématiques, parce que c'est impossible dans notre vie de régler toutes ces problématiques. On apprend à vivre avec parfois, mais on les règle pas forcément. C'est en gardant, en fait, cette idée que c'est juste quelqu'un qui est un peu plus haut sur le chemin. Voilà, c'est juste ça. C'est pas mieux, c'est pas moins bien. Il n'y a pas de niveau. Imaginez, voilà, quelqu'un qui fait de la randonnée. Celui qui est arrivé à mi-montagne, il n'est pas meilleur que celui qui commence. C'est simplement qu'il est parti plus tôt. C'est tout. Donc là, c'est pareil, en fait. C'est pareil. Si l'élève, en fait, pense que jamais il ne pourra arriver au milieu de la montagne, c'est là, en fait, que ça va devenir mauvais, en fait, et que ça va engendrer, comme tu disais tout à l'heure, voilà, un cycle un peu plus malsain. Alors que un déséquilibre, en fait, dans les relations. Tout à fait. Donc, de notre côté, en tant qu'étudiant, ne pas idolâtrer, parce que déséquilibre. Et de l'autre côté, en tant que mentor, ne pas accepter cette idolâtrie. Et faire attention justement quand vous avez des étudiants qui sont trop impliqués émotionnellement dans votre manière d'aborder les choses ou de leur enseigner les choses, parce que là aussi déséquilibre. Toujours savoir rester à sa place en réalité.
Oui, Non, d'être très vigilant par rapport à ça, effectivement, parce que ça fait partie aussi de ce rôle de mentor, de ne pas que l'autre oublie qu'il est là pour apprendre et qu'il est là pour arriver au même niveau que le mentor, voire plus. oui. Donc toujours, en fait, moi, c'est vrai que c'est quelque chose que je le fais tout le temps, je le rappelle tout le temps. C'est pas parce que je vous partage ces différentes connaissances, sagesse, etc., que j'ai tout masterisé. C'est pas parce que je le sais que moi-même c'est super facile et que j'ai pas de problème. Non, je suis humaine. J'ai des choses à régler dans cette vie-là, comme tout le monde, etc. Donc ramener en fait un peu plus d'humilité sur ces choses-là et toujours faire garder en tête à l'apprenant, à l'étudiant que il est là pour arriver à ce point-là, à ce point du mentor aussi. À un moment donné, l'étudiant devient mentor. Hein. C'est pareil que dans Star Wars, hein, le Padawan devient Jedi. C'est la même chose. C'est la même chose. On est là pour devenir ce maître souverain de nous-mêmes. On n'est pas là en fait pour rester étudiant toute sa vie. Oui, c'est vrai, tu as raison. Oui. On n'est pas là pour rester étudiant toute sa vie. À un moment donné, on va prendre les rênes. Oui. Non, ou pas, il y en a qui vont choisir que non, mais... Oui, aussi. Hein. Non, mais c'est très, très parlant ce que tu expliques ce matin, parce que c'est vrai que c'est dans notre milieu, c'est tellement logique, courant. On attend tous de rencontrer un mentor, parce qu'on a aussi cette vision, ce qui est normal, ce qui est naturel, des livres, du cinéma, des séries. On a cette attente, c'est étrange quand même quand on y pense, d'avoir besoin de ce mentor, de cette personne, de cette validation pour pouvoir nous montrer le chemin. Parce qu'on a tellement peu confiance en soi de base, donc quand on le rencontre, on est tellement heureux, on donne tout ce qu'on a à donner, on s'ouvre totalement à cette personne quand on ressent la confiance qui peut être réciproque. Et quand ça ne va pas, quand le cheminement se passe pas de la manière la plus saine qui soit, parce qu'il y a des équilibres, hein, comme tu l'expliques bien, ça fait que c'est normal que ça se passe pas bien en réalité. Parce qu'à un moment donné, l'étudiant évolue à travers tout ça, et la vision qu'il a évolue également, hein, de la part du mentor qu'il a choisi de suivre, et ce qui fait que c'est pas facile, quoi. C'est pas facile. Et, non, et je pense qu'on a même plusieurs mentors. Hein. Oui. Pour moi, à mon sens, le plus sain, c'est d'avoir plusieurs mentors. Alors déjà, c'est pas évident d'en trouver un, j'entends bien, mais l'idée, ce ne serait pas de rester avec un seul. Moi, après, en général, ça va dépendre qu'est-ce qu'on recherche, mais du coup, on peut avoir des mentors dans différents domaines aussi. Tu vois, moi, j'ai eu des mentors dans des domaines justement de magie pure, hein, magie blanche, etc. J'ai eu des mentors par rapport à Avalon, j'ai eu des mentors par rapport au travail énergétique. Donc, j'ai eu plusieurs professeurs, mentors, en fait, par rapport à différents domaines. C'est très rare de trouver quelqu'un qui sait tout faire. Hein. Et d'ailleurs, même c'est suspect en général. Donc voilà. Donc effectivement, on peut pas être expert dans tout en fait, ou alors quelques rares individus peut-être, mais voilà, c'est généralement on a tous des domaines de prédilection dans lesquels on dit souvent hein, l'enseignant vient enseigner ce qu'il est venu lui-même apprendre, hein, le fameux guérisseur blessé. Donc du coup, dépendamment de notre propre chemin de vie, on va être excellent et expert dans certaines transmissions plus que dans d'autres. Donc oui, c'est très important d'avoir effectivement plusieurs mentors. Et même, tu vois, comme tu l'expliquais, ça me faisait penser, en fait, comme tu disais, on recherche tous un mentor, etc. C'est un petit peu, en fait, on peut voir la même métaphore qu'entre un parent et un bébé. En fait, le bébé, il a besoin de ses parents pour grandir et pour apprendre ce que c'est d'être dans le monde, dans la vie. Là, en fait, on peut considérer que le mentor, c'est un peu comme un parent qui va nous montrer le chemin sur un domaine particulier d'apprentissage. Tout à fait. Mais écoute, ma très chère Alexandra, merci pour cette merveilleuse chronique. C'était vraiment passionnant de parler justement de cette souveraineté, de cette vision du mentorat également. Ça donne une belle panel d'informations émotionnelles, spirituelles autour de ce cheminement. Bref, je te fais plein de gros bisous, ma très chère Alexandra. Merci encore pour tout. Moi aussi. Et à bientôt. À très bientôt. Et passez à toutes et à tous une magnifique semaine.